Bonjour à toutes et tous, il est 11 heures et je vous souhaite la bienvenue pour Focus sur Avranches FM. Nous sommes ensemble comme tous les jours jusqu'à 13 heures et en seconde partie nous évoquerons quelques rendez-vous à venir et quand je dis nous c'est que Sophie est à mes côtés. Salut Sophie. Salut Stéphane, bonjour à tous. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, il fait beau. Tu es venu comme d'habitude avec le soleil le mercredi. Ouais. Mais enfin, le soleil en ce moment est là tous les jours, de toute manière. Donc, et tu n'es pas venue toute seule. Et on a le plaisir notamment d'avoir... Alors, on a un invité prestigieux, enfin pour un festival prestigieux. Et on a Martine pour m'accompagner parce que c'est notre spécialiste quand même. Est-ce musique savante ou classique? On va en parler d'ailleurs des termes. Mais bon, enfin, musique justement de tout âge. Mais voilà. Alors... Bon, Martine, alors pardon. Moi, vous me connaissez un petit peu puisque j'anime l'émission Le Classique en terre inconnue. Et donc, j'avais envie de rencontrer... Ah, on me dit qu'on n'entend pas Martine. Voilà. Alors, peut-être que votre micro n'est pas allumé, Martine. Je vois ça d'ici. Bah voilà. Oui, voilà, ça va être mieux. Bon, voilà. Ça marche. Voilà. Donc, je voulais rencontrer Monsieur Roussillon qui est donc le directeur... comment on pourrait dire le coordinateur artistique du festival Les Heures Musicales de l'Essai. Ah bah alors là tu dépasses là, j'allais le dire. Donc voilà, on a Charles Brossillon, coordinateur artistique des Heures Musicales de l'Essai. Donc un très beau festival, assez ancien puisque je crois que c'est la 26e édition, c'est ça ? Oui, c'est ça, la 26e édition cette année. On a eu la chance de fêter nos 25 ans l'année dernière. Alors bonjour Charles. Bonjour à tous Charles. Et merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci d'être venu de l'Essai. Alors vous venez, vous êtes de Caen aujourd'hui. De Caen. Ah oui, de Caen, encore plus loin, voilà. Ah oui. Et donc on peut voir que vous êtes assez jeune, hein. Vous allez vous présenter. Donc non, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui peuvent s'intéresser aussi à la musique savante classique. Heureusement, tu vois. Heureusement, hein, c'est Martine. Bien. Voilà. Et on a de très beaux festivals dans la région et celui-ci est très. En fait partie, exactement. Donc, vous allez nous en parler, vous allez nous présenter tout et le programme de cette année qui s'avère très, très beau. Mais on va commencer tout de suite, justement. Vous êtes venus aussi avec de la musique, des extraits musicaux. Et on va commencer dans l'ordre du programme, puisque ça sera l'ouverture du festival le 19 juillet. Vendredi 19 juillet, donc c'est le Dixit Dominus, il y en aura deux et celui-ci c'est celui de Handel qu'on va écouter. Oui, interprété par les Arts Florissants.
Ça ressemble presque à l'Alléluia, là. Handel, oh voilà, ça s'arrête tout un peu court pour Handel ce matin à l'écoute de Focus sur Avranches FM, puisque nous avons le plaisir d'avoir Charles, coordinateur artistique du festival de l'abbaye de l'Essai, 26e édition, déjà on regardait ça tout de suite. Martine qui est à nos côtés également, voilà. Martine que vous retrouverez ce soir, on redira tout à l'heure à partir de 20h pour Classique en terre inconnue, et Sophie. Oui, alors juste une précision, pour les morceaux, ils sont coupés parce que vous nous avez dit qu'il y a une raison de droit et il ne faut pas faire plus de 3 minutes. Hein, oui, c'est ça, pour des raisons de droit d'auteur et du respect des droits des artistes-interprètes. En effet, on est limité à 3 minutes d'extrait maximum à des fins promotionnelles. Et là, l'enregistrement qu'on vient d'entendre nous a gentiment été confié par France Musique, qui ont enregistré ce programme lors du concert des Arts Florissants à la Philharmonie de Paris. Oh, superbe salle, n'est-ce pas ? Mais l'essai, vous allez voir, on va en parler, c'est extraordinaire aussi. Ouais. Et alors, je laisse la main à Martine qui va nous parler des arts florissants. Donc, on vient d'écouter ce Dixit Dominus de Handel. Vous avez vu cette belle énergie, ce chœur qui, en fin de compte, divisé en 2 parties. Une partie très rythmique qui rappelle presque des petits échos de l'Alléluia. Et puis, dessus, un cantus firmus très planant. Ça, c'est la magie de la musique de Handel. Alors, ça a été interprété par les musiciens, les Arts Florissants. Donc, c'est un ensemble de chanteurs et d'instrumentistes qui a voué toute son énergie et son talent à la musique baroque, fidèle à l'interprétation sur des instruments anciens. Et ils ont été fondés en 1979 et ils sont dirigés depuis lors par le claveciniste et chef d'orchestre franco-américain William Christie. Depuis 2007, le ténor britannique Paul Agnew, qui dirigera à l'essai, et son adjoint. Ouais. Voilà, les Arts Florissants, le nom a été emprunté à un petit opéra de Marc-Antoine Charpentier, et il s'est imposé dans le paysage musical français avec une petite note intéressante par rapport à notre région, puisque William Christie a longtemps travaillé autour de Caen, je crois. Oui, c'est ça. Les Arts Florissants ont pendant longtemps été en résidence au Théâtre de Caen, c'est-à-dire que le Théâtre de Caen soutenait leurs projets et finançait et participait à la création de nombreux opéras et programmes de concerts des Arts Florissants. Donc c'est vrai que les Arts Florissants ont un lien fort avec la région. Ouais. Et comme le disait Martine, l'ensemble a été fondé il y a maintenant 40 ans. Donc là, cette année, c'est vraiment l'année anniversaire des Arts Florissants et on est très heureux de pouvoir les accueillir au Festival des Heures Musicales de l'Abbaye de l'Essai et en ouverture. Et je crois qu'ils viennent souvent à l'Abbaye au festival, non ? Oui, c'est des habitués réguliers du festival. Ils sont venus, que je ne vous dise pas de bêtises, 16 fois depuis 1995. Donc c'est vraiment des invités récurrents et réguliers. Mais là, du ils font festival. l'ouverture cette année. Cette année, ils font l'ouverture. Et je crois qu'ils ne font pas beaucoup de concerts en France, là. Alors là, ils ont vraiment une tournée qui est nationale et même internationale. Mais particularité de la tournée, c'est que le concert des Arts Florissants, là, sur le programme Dixit Dominus, est le seul concert des Arts Florissants dans la région Normandie. Région où ils ont un lien fort, puisqu'on évoquait la résidence pendant longtemps au Théâtre de Caen. Donc c'est vraiment un honneur que de pouvoir les accueillir. Les Arts Florissants, ça peut être un beau titre pour un festival aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais le nom est déjà pris. Voilà. Et donc, alors, on va faire le lien, puisque vous nous parlez de Caen, vous nous dites que vous venez de Caen, on va juste vous présenter quand même, c'est le principe de l'émission, on présente déjà l'invité. Alors, expliquez-nous votre lien avec le territoire et votre histoire. Donc, vous êtes assez jeune, vous pouvez nous dire votre âge Oui, bien sûr, j'ai 25 ans. Oh, voyons, Sophie, ça ne se demande pas. Pour les garçons et les filles, en toute équité, voilà. Alors, oui... Et vous êtes... Oui, donc, en fait, là, je suis basé, moi, au Théâtre de Caen, parce que le poste de coordinateur artistique a changé, là, en janvier. Moi, j'ai pris le poste en janvier. Ah, donc c'est tout récent, là. C'est tout récent, oui. C'est Marion Le Caplin qui avait le poste avant et qui a décidé d'arrêter. Et donc, Olivier Monteilly cherchait quelqu'un qui était aussi un peu présent sur le territoire, qui connaissait ce territoire pour essayer de prendre la suite de Marion à la coordination artistique. Et donc, il a appelé Patrick Foll, le directeur du Théâtre de Caen, puisqu'il y a beaucoup de relations entre Olivier Monteilly, de par son activité à l'Opéra Comique et au Bouffe du Nord, avec le Théâtre de Caen. Alors, on va juste présenter Olivier Monteilly par rapport au festival et par rapport à son histoire. Donc, Olivier Monteilly est le président
du festival de l'association des heures musicales de l'abbaye de Lessay. Et il est également donc le co-directeur du théâtre des Bouffes du Nord, qui est l'ancien théâtre de Peter Brook à Paris, où il se spécialise vraiment là dans le théâtre musical. Et il est également le directeur de l'Opéra Comique à Paris, qui est une belle salle, très belle salle avec une très belle programmation qui fait vivre l'opéra de façon vivante et contemporaine encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une chance et un honneur que d'avoir Olivier Mantelli à la présidence d'un festival comme le nôtre, et c'est vraiment un atout important, et on est très content de sa présence parmi nous. Et vous étiez à Caen, alors vous étiez au théâtre de Caen déjà, vous travailliez au théâtre de Caen ou... Oui, moi, si vous voulez, pour être vraiment précis, je termine mes études en alternance. Donc je suis arrivé au théâtre de Caen. C'est intéressant parce que j'aime bien demander, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, et savoir un peu les cursus et ce qu'on peut faire, voilà. Oui, donc moi, je finis une formation en alternance, donc un master vraiment lié à l'administration de la musique et du spectacle, qui se fait en région parisienne à Évry. Et donc je fais cette dernière année en alternance au théâtre de Caen. Donc j'y suis arrivé en septembre comme attaché de production. Donc je gère un peu toute la partie administrative sur les différents ensembles qu'on accueille, pour les opéras aussi, les spectacles de théâtre, enfin voilà. Être sûr qu'administrativement tout est en ordre pour que le spectacle puisse commencer. Et donc quand Olivier Mantelli a fait part de sa requête à Patrick Foll et Ludwig Chenet, le directeur adjoint du théâtre, m'ont proposé de postuler à ce poste, ce que j'ai évidemment accepté, parce que le festival de Lessay, c'est un événement qui est quand même assez incroyable, qui compte dans le paysage de la musique en France. Et aussi pouvoir travailler quand on n'est pas encore diplômé pour quelqu'un comme Olivier Mantelli, ça se refuse très très difficilement. C'est très formateur en tout cas. C'est sûr. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans cette magnifique aventure, et que j'ai rejoint l'équipe des heures musicales de l'abbaye de Lessay. Donc que vous préparez depuis janvier, février, enfin le début de l'année depuis janvier. On avait commencé un peu à discuter avec Marion en courant décembre pour faire la passation entre elle et moi, et là vraiment depuis janvier opérationnel. Donc avec un mi-temps, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que sur le territoire, je travaille et pour le festival des heures musicales de l'abbaye de Lessay et pour le théâtre de Caen. Et étant donné que la politique musicale des deux peut se regrouper, il arrive que je discute avec les mêmes ensembles, avec les mêmes interlocuteurs, parfois pour le théâtre de Caen et parfois pour les heures musicales. Donc ça permet aussi de renforcer les contacts. Ça enrichit les contacts, et ça permet vraiment de renforcer la diffusion de la musique classique et baroque et contemporaine sur le territoire normand, de fait de ce rapprochement entre ces deux structures très importantes sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le nombre de spectateurs qui viennent au festival sur une programmation, par exemple, je sais pas. On sait l'année dernière, par exemple. Oui, combien de personnes sont venues l'année dernière, vous écouter? Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est autour de 3600 personnes à peu près l'année dernière, sachant qu'on avait 8 concerts, donc comme cette année. Donc, et que la jauge de l'église est limitée, évidemment. Oui, la jauge de l'église, nous, on la limite par souci de sécurité et de confort aussi pour les gens présents dans la nef, à peu près 480 places. Voilà. On ajuste en fonction des concerts. Et on tourne chaque soir à peu près 450. En tout cas, j'ai vu que le William Christie, enfin les Ors Florissants étaient dirigés par Paul Agnew, étaient déjà complets dans la nef, et qu'il restait quelques places sans visibilité sur les bas-côtés. Donc sans visibilité ou visibilité réduite, voilà, ça dépend de la place qu'on aura sur les bas-côtés. Comme c'est un concert, c'est peut-être moins grave, mais il y a le son, il y a l'acoustique quand même. Oui, mais enfin, c'est intéressant de voir que ce festival, les spectateurs répondent présents, et je pense qu'il doit y avoir des abonnés fidèles. Je pense que les gens prennent d'année en année. Oui, on a vraiment de nombreux abonnés qui sont membres ou bienfaiteurs de l'association, et qui, dès l'ouverture de la billetterie, prennent comme ça quasiment tous les concerts de la programmation. Non, les gens aiment vraiment ce rendez-vous, parce qu'on a une très belle programmation conçue par Olivier Mantelli, mais aussi parce qu'on a la chance d'avoir un lieu qui est quand même assez exceptionnel. L'abbaye de Lessay est vraiment très très belle. Alors justement, c'est très bien, vous m'assurez la transition, parce que j'allais vous demander de nous raconter un petit peu l'histoire de l'abbaye. Alors je dois avouer que moi j'ai fait la visite, alors on en parlera à la fin, mais on peut déjà le dire, on peut venir avant et faire la visite de cette abbaye avec des guides bénévoles. Enfin moi c'était, je ne sais pas, des gens qui étaient passionnés de leur village et qui voulaient en parler dans le cadre de l'association. On en parlera tout à l'heure, mais c'est Marine Le Prieur, qui est aussi administratrice de l'association, et qui est un peu la référente patrimoine à l'Office de tourisme de Lessay,
Donc c'est elle qui nous fait les visites guidées. C'est passionnant. Alors racontez-nous, il faut dire aux gens de venir écouter et voir en même temps, mais quand même l'histoire elle est assez passionnante de cette abbaye qui a été détruite et refaite encore mieux qu'avant, je crois, d'après ce que j'avais compris. Oui, c'est une abbaye donc, qui date à l'origine du XIe siècle, donc une très belle abbaye romane, avec une voûte sur croisée d'ogives et qui présente la particularité d'être une des toutes premières voûtes sur croisée d'ogives qui a été construite. Ça a vraiment servi de... Voilà, il faut rappeler qu'autrefois, la romance était plutôt en plein cintre et que cette fameuse croisée d'ogives a permis d'élever, que les poussées soient sur les piles et du coup d'élever et d'éclairer. Et ça joue sur l'acoustique alors sûrement aussi. Ça joue sur l'acoustique, c'est-à-dire à l'essai, on a une voûte qui fait 16 mètres de hauteur et en effet ça participe de l'acoustique assez extraordinaire du lieu même. Donc oui, c'est vraiment une chance. Et en effet, on l'évoquait tout à l'heure, c'est une abbaye qui en 1944 a été détruite à la suite de la fuite des Allemands. Ouais, on sait toujours pas pourquoi ils ont fait exploser l'église. On pouvait tout expliquer ce qu'ils ont fait. Oui, comme malheureusement beaucoup de bâtiments, quand les Allemands se sont retirés. Oui, mais ça parce qu'on dit non, ils ont respecté certains ça peut être aussi l'opération Cobra, parce que dans la région, il y avait un couloir qui avait été déterminé par les Américains et ils avaient bombardé en ligne presque sur une vingtaine de kilomètres. L'opération Cobra, ce sera dans quelques semaines. On va en parler bientôt. Donc il se peut que l'essai était aussi sur le chemin de cette opération. C'est possible. Alors donc, il faudrait creuser une grande partie détruite complètement. On voit des photos, c'est impressionnant. Oui, et donc c'est la famille Janson qui est propriétaire des bâtiments conventuels, donc de la grange, des anciens lieux d'habitation des moines, qui, avec la ville, ont décidé de reconstruire l'ensemble des bâtiments. Donc la ville et la direction régionale des affaires culturelles se sont chargés de l'abbaye, pendant que la famille Janson s'occupait des bâtiments dont ils sont propriétaires. Et on retrouve Yves-Marie Froidevaux, qui était à l'époque l'architecte en chef des monuments historiques. C'est lui qui a supervisé le chantier de reconstruction de l'abbatiale de l'Essai. D'après ce que j'avais retenu, il y avait déjà eu des reconstructions, mais qui avaient évolué. Et là, on est revenu plus à l'époque médiévale, justement, non ? Quand on a refait. Oui, on est reparti sur un plan qui se rapproche au maximum du plan d'origine. Du point de vue originel, historique. Oui, l'intérêt, c'est de retrouver la pureté, disons, de l'église romane. C'est vrai qu'une église, ça vit et ça évolue, sans jamais d'ailleurs détruire. C'est-à-dire qu'on fait évoluer souvent le cœur. Vers le gothique, comme à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est sa magie à cette abbatiale, c'est on sent la pureté d'un seul style, on va dire. Et ça crée une émotion. Et Monsieur Mantéi m'avait raconté qu'il y avait un lien aussi de cette famille Janson avec la musique. Oui, bien sûr, parce que c'est ça qui est amusant aussi. À l'origine du festival, on retrouve surtout Edme Janson, et la femme d'Edme Janson est une descendante de Liszt et de Wagner. Donc en effet, cette famille a un lien avec la musique. Oui, ils ont dans la propriété un ancien piano qui était un piano d'études de Liszt. Donc c'est assez impressionnant. Émouvant, c'est émouvant. Donc, Et je crois que ce qui est très touchant, c'est que Monsieur Janson, sachant qu'il était malade, qu'il allait mourir, a demandé à Monsieur Olivier Mantéi de prendre la relève. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'Olivier Mantéi est arrivé à la présidence du festival. C'est que Edme se sentait de plus en plus fatigué. C'était compliqué pour lui de poursuivre la présidence du festival. Mais comme il voulait que l'événement puisse se poursuivre, il a fait appel à Olivier Mantéi pour essayer de restructurer un peu l'événement, le festival, et faire en sorte qu'il continue à être un succès. Et c'est ce qu'on s'attache à faire chaque année. Et ce qui est beau, c'est que ce que vous disiez, c'est justement l'office de tourisme et les habitants, tout le monde se mobilise pour cette abbaye. Je crois que c'est vraiment, c'est pas seulement une famille ou une association. C'est tout un ensemble. Oui, c'est vrai qu'on est énormément soutenu par la mairie qui fait beaucoup de choses pour faire en sorte que le festival se passe bien. Et en effet, les habitants sont très attachés aussi au festival. On a de nombreux bénévoles qui sont là pour nous aider à faire vivre tout ce qu'on met en place autour du concert. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Donc c'est vrai que non, c'est très important. Et à cette suite aussi de l'arrivée d'Olivier Mantéi et du départ progressif d'Edme Janson du festival, on a aussi assisté comme ça à un renouvellement des membres du bureau de l'association, avec une nouvelle génération qui arrive et qui a envie de s'investir et qui donne énormément de temps. Moi, quand je suis arrivé, j'étais vraiment surpris de cet engagement extrêmement fort de tous les bénévoles pour faire vivre le festival toute l'année,
parce qu'ils ne sont pas payés, ils font ça en plus de leur activité professionnelle. Et sans eux, le festival n'existerait pas. Et il a d'ailleurs existé très longtemps sans réel professionnel de la musique parmi les membres du bureau, puisque avant l'arrivée d'Olivier Montey, personne n'était de profession dans l'administration de la musique. Donc c'est vrai qu'ils s'en sont très très bien débrouillés pendant très longtemps. Et vous nous disiez tout à l'heure, avant l'émission, que ça avait été au départ... ce festival a repris finalement un festival qui était au Mont-Saint-Michel, c'est ça, et qui a été... Oui, il y avait des heures musicales qui avaient lieu au Mont-Saint-Michel, et elles se sont arrêtées. Et c'est à l'arrêt de ce festival que Edme Janson, en lien avec les administrations publiques du département, s'est dit que voilà, il fallait continuer à avoir un lieu de diffusion de musique classique, et qu'on avait la chance d'avoir un merveilleux outil qui était l'abbaye de Lessay, et qu'il fallait en profiter. Et c'est comme ça qu'un premier concert a été donné en 1993. Et en 1994, l'association a été fondée avec la réelle première édition des heures musicales de l'abbaye de Lessay telles qu'on les connaît. Voilà, donc il y a vraiment un lien entre la baie du Mont-Saint-Michel et l'Essai, même si c'est un peu plus loin. Enfin, c'est pas très très loin, c'est au-dessus de Granville, c'est dans le Cotentin et c'est un très joli lieu. Voilà, on va faire une deuxième pause musicale et donc on va écouter. On suit le programme. Hein, on a commencé par le concert, une partie du concert, un extrait du concert d'ouverture par les Arts Florissants. Et là, ça sera un autre ensemble qui s'appelle Les Éléments. Et c'est un morceau de Vivaldi, vous nous avez apporté. Hein, oui, c'est ça. Donc là, c'est Les Éléments, qui est un chœur de chambre, qui est accompagné par l'ensemble d'instruments, le Concerto Soave. Et oui, là, on va écouter un extrait du Magnificat de Vivaldi. Vivaldi au programme de Focus ce matin, ça fait toujours plaisir, un petit peu de classique comme ça, un mercredi.
On fait une petite coupure musicale dans Focus cette semaine, puisque l'on parle du festival de l'abbaye de l'Essai, festival qui se déroulera du 19 juillet au 16 août, 26e édition de ce festival. Déjà, on le disait tout à l'heure, vous êtes presque aussi vieux que le festival Chauffi dans la Narcea qui aura lieu ce week-end à Montmartin-sur-Mer. Voilà, à une saison près, voilà. Donc, bravo, félicitations, c'est la preuve que le classique aussi plaît. Tout à fait. N'est-ce pas, Martine? Et donc, alors, la parole à c'était Martine. donc les éléments et le concerto Soave dirigé par Joël Suhubiette. Et donc, on était dans une partie lente du Magnificat avec un style tout à fait particulier de Vivaldi quand il écrit des parties lentes, c'est-à-dire des chromatismes, des tensions qui créent une émotion par rapport à un texte. Rappelons que le Magnificat, c'est l'annonce faite à Marie. Et voilà, c'est typique aussi du style de Vivaldi, cet extrait que nous venons d'écouter. Ce n'est pas que qu'on appelait le prêtre roux. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que les 4 saisons. Voilà, exactement. Rappelons aussi que Vivaldi a composé essentiellement pour un orphelinat de jeunes filles. D'accord. Et donc, c'était très réputé et qu'elles étaient demandées pour des soirées pour vraiment, justement, faire connaître cette musique de Vivaldi. Et il avait donc un chœur presque, on pourrait dire, professionnel. Voilà. Alors voilà, donc on rentre dans la programmation là. Enfin, on est déjà rentré puisqu'on a parlé le premier, donc le concert d'ouverture, c'est vendredi 19 juillet avec les Arts Florissants et plusieurs Dixit Dominus et donc un de Galuppi et un de Handel qu'on a écouté. Et puis il y aura aussi un Kyrie de Vivaldi. Alors Vivaldi sera de nouveau à l'honneur, donc le deuxième concert mardi 23 juillet, c'est ce que tu viens de nous expliquer, Martine, avec un Magnificat, un concerto. Et il y aura un deuxième musicien italien, vous pouvez nous en parler parce qu'il est moins connu, Antonio Caldara, non? Oui. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un musicien qui est moins connu que les autres, et notamment que Vivaldi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les éléments et le concerto Suave proposent ce programme justement parce que c'est deux musiciens qui se sont croisés à Venise sans jamais vraiment collaborer, mais qui sont l'un et l'autre contemporains. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce programme, c'est pouvoir écouter différentes compositions d'une même période donnée et en plus dans une même ville, parce on sait que les compositions pouvaient être très différentes à une même époque si on écoute des morceaux composés à Vienne ou à Venise. Et donc c'est en ça aussi que ce programme est extrêmement intéressant. Vous pouvez nous redonner l'époque justement, parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop la musique... D'ailleurs, est-ce qu'on dit classique là ou baroque? Baroque. Baroque, voilà. C'est pas tout à fait, oui. Alors on dit baroque à partir du moment où on a une écriture particulière de la basse, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une basse continue. C'est-à-dire un schéma harmonique qui est fait par la basse et le clavecin. Et c'est vraiment la typique. On pourrait dire que la musique baroque s'arrête en 1750 à la mort de Bach, de Bach et de Handel. À partir de là, on va glisser vers de la musique plus légère et qu'on va appeler progressivement musique classique. J'en profite pour dire que vous pouvez retrouver l'instant baroque proposé par Antoine, la chronique hebdomadaire 3 fois par semaine. La prochaine, ce sera d'ailleurs vendredi à partir de 8h. Donc vous avez choisi Antonio Caldara et pas n'importe quelle pièce parce que vous avez pris le Crucifixus et donc c'est on va dire l'extrait le plus dramatique de la musique sacrée puisque c'est le moment de la crucifixion du Christ. Donc en général les musiciens excellent à rendre par les harmonies la dramaturgie de ce moment liturgique. Voilà. C'est ça qui est bien aussi également dans la musique classique, c'est qu'on continue de découvrir des musiciens que peu de gens connaissent. Mais c'est connu dans le cercle des musiciens. Mais les spectateurs et amateurs de musique classique ne connaissent pas. Donc là, c'est à Venise, ils étaient tous les deux à Venise. À quelle époque alors, pour avoir une idée disons que c'était autour de... On est vraiment au tout début du XVIIIe siècle. Voilà, début du XVIIIe siècle. C'est d'accord. Ouais. Et donc ensuite, alors je vous laisse nous expliquer le programme, comment ça s'est conçu, les dates et les ensembles. Oui, alors si vous voulez, historiquement, si vous voulez, le festival programme à peu près de la semaine du 14 juillet à celle du 15 août, donc sur un mois comme ça qu'on concentre au milieu de l'été. Et toujours historiquement, on programme un concert chaque mardi et chaque vendredi soir. Ah oui.
Donc ça, déjà, c'est la structure, le squelette du festival. Donc là, cette année, on a 8 concerts. Et ce qui se passe, c'est que vraiment la programmation, si vous voulez, on reçoit des propositions de programme des ensembles. Nous, on regarde si ça peut nous intéresser, si ça peut nous convenir. Évidemment, on travaille avec Olivier Mantéi, qui lui décide un peu comment est-ce qu'on va architecturer tout ça. C'est lui vraiment qui crée la programmation. Quand on trouve qu'il nous manque quelque chose, il nous arrive aussi de solliciter des ensembles qu'on apprécie, qu'on aime avoir à l'essai, et on leur demande s'ils sont disponibles telle date, quel programme ils pourraient nous proposer. À l'essai en un seul mot, et pas à l'essai. Oui, c'est quoi, oui, bien sûr. On doit vous le faire souvent le jeu de mots, mais c'est vrai que quand on écoute, voilà. Et donc, on construit comme ça, et ce qu'on essaye de garder, c'est peut-être 2 éléments assez importants. C'est tout d'abord des effectifs assez nombreux, justement pour aussi se démarquer un peu de ce qui peut se faire dans le territoire autour de nous. Et c'est aussi important d'avoir un lieu de diffusion où on peut venir entendre comme ça entre 15 et 65 musiciens. C'est le cas cette année. Au minimum, on a 15 musiciens et au maximum 63 sur le plateau. Oui, ça, c'est pas possible partout. Ça, c'est pas possible partout. Donc nous, comme on a la possibilité de le faire, on essaye de renforcer ça. Et après, on essaye de maintenir un certain équilibre entre ce qui est musique sacrée, qu'on a là beaucoup évoqué sur les 2 premiers concerts, et après de la musique plus profane, comme on peut avoir par exemple sur les Dissonances, qui est notre 3e concert avec des concertos pour violon de Mozart. Parce qu'il faut savoir que l'abbaye de Lessay est une église qui est toujours sacralisée. Donc il y a des offices régulièrement. Tous les dimanches matins, là, pendant le festival, il y a une messe. Donc nous, on se fait le plus discret possible. On s'installe les soirs de concert et on disparaît le reste de la semaine. Donc c'est important aussi pour nous, étant donné qu'on a des très très bonnes relations avec le diocèse, qui nous aide beaucoup, qui nous met à disposition ce lieu, qui est donc comme je disais, toujours un lieu de culte, d'avoir aussi cet équilibre entre musique sacrée et musique profane. Et voilà, il faut quand même se dire que la musique sacrée a quand même été composée pour être jouée dans des églises, et quand on a la chance d'avoir une église qui résonne comme celle de l'abbatiale de Lessay, c'est aussi lui faire honneur et rendre hommage à ce patrimoine que de programmer d'aussi belles œuvres sacrées que celles qu'on a là. Mais j'allais dire que c'est bien qu'ils acceptent qu'il y ait aussi de la musique profane, parce que c'est pas le cas partout. Oui, voilà, nous on a cette chance en effet de pouvoir se permettre de faire un peu de musique profane à l'occasion, ce qui nous donne des très très beaux programmes, notamment celui des Dissonances, où là on a David Grimal qui est un des plus grands violonistes français en ce moment, qui là nous interprète dans la même soirée 3 concertos pour violon, ce qui est quand même assez extraordinaire. Pour lui, c'est quelque chose qu'il ne fait pas tous les soirs non plus, parce que 3 concertos, ça demande beaucoup d'énergie. Tout seul, ouais. Là, il sera accompagné il a l'orchestre derrière lui, mais c'est lui quand même le violoniste solo. Donc, les concertos de violon pour Mozart, c'est une sacrée prouesse à réaliser. Donc là, on a interprété 3 dans la soirée, c'est une chance. Et puis, on parlait de musique sacrée, ça nous permet de musique profane, pardon. Ça nous permet aussi d'accueillir un très grand pianiste, qui est Bertrand Chamaillou, très très grand pianiste français, qui a eu 4 victoires de la musique classique. Donc là, qui viendra en août, le 9 août, accompagné de l'orchestre de chambre de Bâle, pour un très beau concert autour d'œuvres pour piano et orchestre de musique classique comme Mozart, mais aussi de musique plus contemporaine comme les compositeurs Britten et Bartók. Oui. Voilà. C'est varié alors en plus, comme les compositeurs et sur les époques. Alors on va écouter justement, puisque vous en parliez, on va écouter un extrait de l'ensemble. Donc c'est un ensemble, les Dissonances, un orchestre et violon. Donc le concerto pour violon de Mozart. Voilà, c'est un concerto numéro 5 en La majeur, Köchel 219, et qui a donc été composé par Mozart en 1775. Il est tout à la fois le plus achevé, le plus connu des concertos écrits par Mozart pour cet instrument. Donc la partition manuscrite originale est conservée à la bibliothèque du Congrès de Washington aux États-Unis, et nous allons écouter le thème introductif, un simple arpège qui se déploie vers l'aigu en croche piquée, et c'est ce rythme tout simple lui aussi qui apporte la légèreté, voire l'humour parfois, qui caractérise un des aspects de la musique de Mozart, puisqu'on sait aussi que Mozart, ça peut être le requiem et vraiment une musique très intense. Mais là, on est dans toute la légèreté, tout l'humour qu'on pouvait retrouver notamment dans les lettres qu'il écrivait à sa famille. Voici donc le concerto pour violon numéro 5 en La majeur, Köchel 219 de Mozart.
Mozart à l'affiche pour Focus ce matin, puisqu'on parle du Festival de l'Essai avec Sophie et Martine, notre animatrice exceptionnellement invitée ce matin, et ça nous fait vraiment plaisir, Martine, que tu sois là à nos côtés ce matin. On rappelle, on va dire tout à l'heure, qu'on pourra t'entendre de nouveau ce soir à partir de 20h pour Classique en terre inconnue, comme tous les mercredis. Et nous sommes avec Charles Brossillon, donc coordinateur artistique des heures musicales de l'Essai depuis cette année, depuis janvier, vous nous avez expliqué. Oui, et c'est passionnant parce que donc là, on est en train de voir le programme. Donc déjà, vous nous avez expliqué comment ça se concevait, ce programme, avec les jours, les échanges. Et puis, pour chaque groupe, vous nous expliquez des choses. Et là, vous m'avez dit, en écoutant Mozart, vous aviez des choses à nous dire sur cet ensemble, les dissonances. Oui, voilà, là, on vient d'écouter un extrait donc, des concertos pour violon de Mozart, interprété par les dissonances et David Grimal en violon solo. Et donc, les dissonances, c'est l'ensemble de David Grimal, donc un très très grand violoniste, et qui a cette particularité d'être un orchestre symphonique sans chef d'orchestre. C'est-à-dire que David Grimal assure la direction artistique de l'ensemble, il choisit les programmes, il fait travailler les musiciens, c'est lui qui crée l'orchestre autour de lui en fonction des programmes qu'il décide de monter. Mais pendant le concert, les musiciens sont tous ensemble collectivement livrés à leurs responsabilités. Et David Grimal est à sa place de violon solo, mais n'est pas à la baguette sur un pupitre face à ses musiciens. Et ça donne des interprétations qui ont souvent été très bien accueillies et énormément saluées par la critique, parce qu'on a là une façon vraiment différente d'appréhender et de vivre le concert, puisque chaque musicien est vraiment responsable de chaque note. Ils doivent vraiment travailler ensemble, ce qui donne plus parfois de liberté que quand on a un chef, mais qui rend l'exercice d'autant plus périlleux. On pourrait presque parler de funambulisme presque pour ce genre de concert. Moi, je me disais, c'est vrai que le chef d'orchestre, c'est surtout important pendant les répétitions, parce que c'est lui qui indique comme le mouvement, etc., comment on va jouer. Mais vous me disiez que c'est quand même très difficile de jouer sans chef d'orchestre, même au moment du concert, parce qu'il y a besoin ou alors ça veut dire qu'il faut s'écouter encore plus les uns les autres. Voilà, c'est-à-dire que le chef d'orchestre synchronise l'ensemble des musiciens, qui ne peut avoir une perception fausse du son, puisqu'il n'est pas forcément placé à côté. On sait qu'il y a les cordes devant, les cuivres derrière, et les percussions. Bref, il y a tout un ensemble. Donc, il faut que chacun soit très vigilant et très soliste, quelque part. C'est un orchestre de solistes, c'est-à-dire de gens qui, comme disait Charles, qui prennent leurs responsabilités et qui sont absolument à l'écoute et qui sont aussi en absolue connivence avec le soliste. Et ça, je pense que ça doit être une expérience intéressante à écouter pour les spectateurs qui viendront à l'Essai pour ce concert. Donc le vendredi 26 juillet, tous les concerts sont à 21h, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Mais on expliquera que justement, on peut faire des choses avant, et ça peut être bien de venir avant pour visiter, ou pour même, on peut se sustenter. Oui, on en parlera, mais oui, on vous encourage à arriver dès 19h avant les concerts pour profiter de l'abbatiale, des jardins de la famille Janson. Et non, c'est vraiment une très belle soirée à chaque fois que les soirées de concert à l'abbatiale. Donc vous nous avez expliqué qu'en fait le principe c'est entre 14 juillet et 15 août, donc 8 concerts, toujours à peu près. Et donc là on était vendredi, donc le suivant c'est le mardi 30 juillet, et c'est un ensemble qui est venu déjà l'année dernière. Oui. La Tempête, que j'avais la chance de voir, mais je vous laisse en parler. Oui, La Tempête, c'est un ensemble qu'on accueille très régulièrement. Et donc, c'est un jeune ensemble dirigé par le chef Simon-Pierre Bestion, qui, lui, présente la particularité d'offrir une spatialisation de la musique pendant les concerts. Donc, qu'est-ce que la spatialisation du concert ? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la scène à la croisée entre la nef et le transept, comme on fait habituellement, lui va installer différentes scènes à différents endroits de l'abbatiale, ce qui fait que le son sera comme ça spatialisé, que les voix du chœur n'arriveront pas du même endroit que l'orchestre, et qu'en plus les musiciens peuvent se déplacer pendant le concert, ce qui fait que les violons ne viendront pas toujours du même endroit, et pareil pour le chœur, pour les différentes voix, ce qui donne comme ça une musique qui est plus que de la stéréo. Là vraiment on met en valeur le concert et on fait résonner toute l'abbatiale, et du coup on fait résonner l'œuvre aussi différemment, puisqu'on ne la reçoit pas en frontal, on l'a vraiment dans tout l'espace, dans toutes les dimensions du lieu. Dimensions, c'est extraordinaire. Ouais. C'est une belle idée, ça. Mise en scène, Effectivement. Là, si je comprends bien, les œuvres qui ont été choisies sont plutôt du répertoire Renaissance, c'est-à-dire antérieur à la musique baroque, puisque je vois Jeannequin, Clément Jeannequin, Manchicourt,
de Morales, Gombert, le Codex Calixtinus Cantadores de Toledo, du livre Vermeil de Montserrat. Oui. On change de style. Là, on change de style et on a intitulé le concert Grande Messe de Requiem pour Charles Quint. Parce que si vous voulez, Simon-Pierre Bestion a conçu ce programme comme une reconstitution de ce qu'aurait pu être la cérémonie d'enterrement de Charles Quint. Donc il recompose les musiques qu'on pouvait entendre à l'époque à la cour de Charles Quint. On ne sait pas ce qui a été joué. On ne sait pas quel était le programme de cette cérémonie-là. Mais voilà, on imagine que c'est ce qui aurait pu être joué, c'est ce qu'on aurait pu entendre ce jour-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'il peut, mesdames, resituer Charles Quint historiquement je pense que Charles Quint, mais bon, si je dis des grosses bêtises... on comprend mon âge. Voilà, mais je dirais que plutôt... 1558 pour l'année de sa mort. Voilà. Merci Charles. Donc je pense que c'était le rival de François Ier, qui s'était en et on a cette particularité du coup sur l'empire de Charles Quint qui était à cheval un peu entre l'Espagne et les Flandres. Et c'est aussi ce qu'on va écouter dans la... ça crée deux styles musicaux entre ces deux antipodes presque climatiques. Le nord et le sud. Voilà. Et la France qui était au milieu et qui tenait aussi son rang. Puisque Clément Jeannequin, qui est programmé, est un musicien français qui est très célèbre pour une pièce musicale qui s'appelle La Bataille, qui, par les chœurs, reconstitue presque comme onomatopée la bataille de Marignan. Voilà. La bomba, c'est ça que ça veut dire, la guerre, la bomba. Et d'ailleurs, le sous-titre de ce concert, c'est la bomba flamenca. Mais c'est l'orchestre, non, la bomba flamenca. Non, ça c'est le sous-titre que donne l'ensemble au concert, parce qu'ils le tournent dans différents endroits. Ils l'ont notamment donné à la chapelle royale du château de Versailles. Super. Et voilà, pour avoir une continuité un peu dans leur tournée, ils sous-titrent à chaque fois le programme de ce nom-là. C'est vrai que pour avoir lu un petit peu le profil de tous vos invités, tous les artistes qui viennent, on voit que c'est des artistes qui ont une classe internationale et c'est aussi le bonheur des spectateurs de l'essai de se dire quelle chance, à 2 pas de ma maison, j'ai l'excellence qui tourne partout dans le monde et ça, certainement. C'est très très très... Oui, c'est ce qui fait la richesse du festival et ça a toujours été l'ambition aussi du festival dès le début, puisqu'on évoquait les premiers passages des Arts Florissants, 1995, donc 2e édition du festival. Donc voilà, vraiment, dès le début, Edme Janson était attaché à ce qu'on ait cette excellence dans la qualité des interprétations, et c'est ce qu'on continue à avoir aujourd'hui. Je pense aussi que ce qui est émouvant, c'est que les musiciens qui ont cette carrière internationale acceptent de venir vraiment au centre de la Manche, qui n'est pas un département très connu touristiquement, et viennent comme ça nous offrir leur talent. Oui, et j'évoquais tout à l'heure aussi l'acoustique particulière de l'abbatiale. Ce que vous évoquez là en est une preuve, si vous voulez. Voilà. Qu'on ait des ensembles aussi talentueux, qui ont l'habitude de jouer dans les plus grandes salles de concert du monde, s'ils acceptent de venir dans la, entre guillemets, petite abbatiale de l'Essai, c'est bien qu'ils y trouvent aussi, eux, un certain plaisir. Et ce plaisir, il est dans l'acoustique du lieu. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait même des ensembles qui avaient enregistré pour un disque. Oui, par exemple, l'année dernière, l'ensemble Aedes et l'orchestre Les Siècles, qui s'étaient associés pour faire un programme, comme cette année, ils nous donneront le programme de clôture, avaient enregistré une partie du programme donné à l'essai à l'abbatiale la veille du concert et et cette piste est sur leur dernier album qui est sorti autour du Requiem de Forêt. Donc ça montre aussi comme ça la qualité acoustique du lieu pour qu'on nous demande si c'est possible de faire des enregistrements. Et ils le font pas quand il y a le public, ils le font. Oui, là c'était pas un enregistrement public, c'était un enregistrement avant. Pour pas avoir de bruit, de tout. Et donc on va continuer pour le programme et puis on écoutera encore deux extraits. Mais alors là, ce qui est intéressant, ça c'est aussi un groupe qui est venu souvent, Voces 8, c'est ça ? Oui, c'est un ensemble qui est habitué aussi du festival qu'on a là depuis quelques années. Et qui propose, c'est nouveau ça, ou qui propose une formation, un atelier ? Alors on avait déjà ça qui était en place l'année dernière. Donc là, en effet, si vous voulez, donc le concert a lieu le mardi. C'est Voces 8 Scholars qui en fait sont la déclinaison de Voces 8, mais pour des jeunes chanteurs qui sont en début de carrière professionnelle. Paul Smith en sélectionne 8 et il les accompagne pendant 1 an vers vraiment une professionnalisation un peu plus solide. Et en effet, la veille de ce concert, le 5 août, on vous propose
de venir à l'abbatiale et de participer à un atelier chant avec Paul Smith. Donc là, Paul Smith va vous faire chanter, va vous faire travailler certains morceaux qui sont donnés le lendemain au concert. Et donc, les participants à l'atelier sont évidemment les bienvenus au concert du lendemain et seront invités à rejoindre le chœur des musiciens professionnels pour les accompagner sur certains morceaux. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Oui, ça, c'est une belle chance qui est donnée. Et il reste de la place. Alors, comment on fait pour s'inscrire, pour ceux qui sont intéressés Alors, pour s'inscrire, il faut simplement envoyer vos coordonnées donc, à l'adresse mail atelier, au pluriel, @heurmusicaldelessai.com. Et voilà, vous dites que vous êtes intéressé par venir à l'atelier. Il faut avoir quand même déjà une petite formation de chant Ah non, pas spécialement. Non. Et tous les âges Ah oui, tous les âges. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de l'atelier, c'est que l'année dernière, on a vraiment eu de tous les âges qui étaient intéressés. Donc voilà, il faut vraiment avoir quand même à l'esprit que l'atelier est conçu aussi pour accompagner le concert du lendemain. Ouais, donc venir à l'atelier, c'est aussi entre guillemets s'engager un petit peu à participer au concert du lendemain, mais évidemment tout le monde est le bien. Et vous avez du monde l'année dernière Ah oui, l'année dernière on a refusé du monde. Ah oui. Parce qu'on est obligé évidemment pour que ce soit gérable pour le chef de limiter, et on va sûrement être autour de 80-100 personnes vraiment maximum. Et l'année dernière on était dans ces effectifs-là. C'est énorme. Oui, qui viennent à l'essai donc la veille et le lendemain et qui s'engagent, et de tous les âges, vous dites. De tous les âges. C'est vraiment un très beau succès cet atelier, et on est vraiment content de pouvoir le reconduire cette année avec Paul Smith, qui est un vrai formateur. Ça fait partie vraiment de sa vie professionnelle. Donc il est chef d'orchestre et formateur. Oui, il est chef de chœur, chef de chant. C'est un chef anglais, et il travaille notamment par exemple à la scène musicale, où là il a accompagné des classes de collégiens pendant toute une année pour monter des projets comme ça. Où ça à la scène musicale à Paris. À Paris, oui. Donc il travaille aussi à Paris, oui. Oui, il travaille aussi à Paris. Paris. Et il dirige en français quand même, ou il faut être bon en anglais Non, il parle plutôt bien français, il n'y a pas de souci. Et oui, parce qu'on a déjà fait cet atelier le 2 mai. Ah oui. Et là, l'atelier était réservé vraiment aux collégiens de l'essai et aux collégiens de classe à horaire aménagé d'Agneau, à Saint-Lô. Donc là, voilà, on a déjà eu ce temps un peu d'atelier à destination des collégiens. Et viendront les jeunes On espère. Alors, c'est pas toujours évident pour eux parce qu'ils sont en vacances. Et voilà, on est en plein milieu de l'été, mais on espère en retrouver certains qui reviendront chanter avec Paul Smith, oui. Ah bah ouais. Alors, donc ça, c'est mardi 6 août. Là, on est entré dans début août. Et le vendredi 9 août, alors vous en parliez tout à l'heure, oui, là, c'est un mélange d'époques et de compositeurs. Alors, je vous laisse en parler. Oui, là, on a la chance d'accueillir l'orchestre de chambre de Bâle, le Kammerorchester Basel, donc qui est un orchestre de musique de chambre qui est très reconnu vraiment à l'international et en Europe. Et là, il nous propose un programme avec l'extraordinaire Bertrand Chamaillou, qui est vraiment un très très grand pianiste. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le seul artiste français qui a 4 victoires de la musique classique. Ah, quand même. Et cette année, c'est pas lui qui l'a gagné, mais il était nommé parmi les artistes solos de l'année. Donc voilà, ça vous présente un peu l'artiste. Ouais. Et là, on a un programme de différentes époques avec de la musique classique et notamment Mozart, et des compositeurs plus contemporains comme Britten et Bartók, donc, qui sont des compositeurs pour Britten du XXe siècle et pour Bartók fin XIXe, début XXe. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce programme, c'est que là, il a été beaucoup discuté entre l'orchestre et Olivier Mantéi pour l'adapter justement à l'acoustique de l'abbatiale. Parce qu'avoir un orchestre, ça fonctionne très bien, mais la relation entre un piano et un orchestre, acoustiquement, c'est différent. Et voilà, le but, c'était que ça résonne correctement pour tout le monde, et pour l'orchestre et pour le piano. Donc, c'est pas le premier programme qui nous a été proposé. On évoquait tout à l'heure comment se construit une programmation. Vous avez retravaillé le programme. Voilà, là, on a discuté sur les morceaux qui allaient être interprétés pour faire en sorte que ça soit le meilleur par rapport au lieu. Qu'on ait le meilleur rendu possible. Et d'ailleurs, les musiciens jouent le concert le vendredi, et une partie des musiciens arriveront à l'essai dès le mardi, pour commencer à répéter le mercredi. Donc là, ils ont vraiment 2 jours, mercredi, jeudi, de répétition à l'abbatiale, puisque le programme est un peu particulier pour le lieu. On les accueille comme ça. Ils l'ont fait pour le lieu, c'est le programme du lieu. Oui, alors ils le tournent avec d'autres morceaux à certains endroits, mais il y a certains morceaux qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup l'habitude de jouer ensemble, et donc ils viennent le travailler à l'abbatiale vraiment pour s'habituer à l'acoustique du lieu et proposer le meilleur concert possible le vendredi soir. Ah. Et puis donc ensuite, alors le père de toutes les musiques, on dit, c'est honneur à Jean-Sébastien Bach.
le mardi 13 août, la chapelle rhénane. Oui, alors on peut dire, là, je ne sais pas, c'est allemand aussi Alors non, c'est un ensemble français qui est basé en Alsace. Ah mais oui, voilà. Ah bah oui, on n'est pas loin de la frontière, mais on reste du côté français. Mais il y a un mélange, je voulais dire, parce que c'est intéressant, c'est très européen. Il y a des Anglais, des Allemands, des Français. Oui, c'est ce que... Des musiciens italiens. Enfin, oui, c'est ce qu'évoque aussi Olivier Montilly un peu dans son édito du festival. Oui, c'est important, et c'est vrai que ce festival est vraiment conçu un peu comme un voyage cette année. Comme vous le dites, on passe de l'Angleterre à l'Allemagne, et puis on s'arrête en Espagne avec Charles Quint, on retourne en Italie à Venise, et on traverse aussi les époques. On remonte de la Renaissance jusqu'à des compositeurs contemporains. Donc voilà, c'est vraiment une belle programmation pour ça cette année. Dans le temps et l'espace. Et notamment Béla Bartók, qui n'est pas un compositeur facile, et c'est intéressant effectivement de pouvoir peut-être le redécouvrir pour certains. Mais qui est assez apprécié du public. De ce vendredi. Ouais. Et donc le mardi, on disait mardi 13 août, la chapelle rhénane, alors la Passion selon Saint Jean. Oui, il a peut-être un des plus grands standards de la musique. Un classique du classique. On peut dire ça comme ça, oui. Mais ce qui est intéressant avec l'approche de la chapelle rhénane, c'est que c'est un orchestre qui travaille vraiment à faire en sorte que la musique classique reste vivante et reste contemporaine. Et donc, ils ont une approche qui s'inscrit vraiment dans l'espace, dans le temps, et ils ont souvent, le chef, Benoît Haller, a une direction qui propose des interprétations beaucoup plus sensibles, peut-être que certains chefs qui font quelque chose de très méthodique, de très fouillé pour retrouver l'interprétation telle qu'elle pouvait être à l'époque. Ici, c'est pas vraiment l'approche de l'ensemble, c'est vraiment l'idée de retrouver l'émotion que peut procurer ce genre de pièce, donc mais adapté à notre sensibilité. Voilà, à notre sensibilité moderne et contemporaine, à travers l'interprétation qu'il propose. Ça permet un peu de redécouvrir ces œuvres-là. Et là, par exemple, on l'a sur un effectif qui est plus réduit. On a seulement un orchestre de 16 musiciens avec un petit chœur, donc un effectif vraiment très réduit pour le coup pour une œuvre de Bach. Oui, mais il faut savoir qu'à l'époque de Bach, c'était comme ça que ça se jouait. Bach n'avait pas un grand ensemble. Quand on a pu écouter des gros ensembles symphoniques, c'est cette clarté-là qu'il y avait à l'époque. Des fois, il se plaignait de ne pas avoir des musiciens forcément à la hauteur de son talent de compositeur. Mais par contre, la sonorité, elle est très proche de ce qui pouvait être joué à l'époque. Ce qui est particulier de cette interprétation, c'est que le début qu'on va entendre tout de suite, il y a une grande note tenue qui... Oui. Ah oui, pardon, pardon. Excuse-moi. Il y a une grande note tenue qui commence cette passion et qui s'oppose presque à l'harmonie, puisqu'elle est étrangère aux accords, elle reste. Et ça crée, et petit à petit, une construction entre les cordes et les autres instruments de l'orchestre. Et il y a une mise en tension et qui, tout d'un coup, aboutit, vous allez écouter tout de suite presque un cri, trois cris, qui dit « R, 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 Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Et ces trois interjections chantées sur trois notes descendantes sont suivies d'une grande montée, un petit peu comme si le chœur montait lui aussi au Golgotha, commençait le calvaire, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Écoute, pour ces belles précisions. J'avais juste une question avant d'oublier de la poser tout à l'heure. Charles, est-ce que vous avez posé des limites vous-même aux musiciens présents? Est-ce qu'il y a une limite de temps, par exemple, pour leurs concerts ou pas du tout? Alors, ça peut nous arriver en fonction des programmes qu'on reçoit. On évite d'avoir quelque chose qui soit trop long. C'est pas le cas sur tous les concerts cette année, mais là où vraiment, par contre, on insiste, c'est sur l'idée d'avoir un entracte. On l'évoquera tout à l'heure, puisque tout ce qu'on crée autour du concert, on essaye vraiment de faire en sorte que la soirée du concert soit vraiment conviviale. Et avec les jardins qui sont gentiment ouverts et mis à disposition par la famille Janson, c'est un temps aussi qui est apprécié par les spectateurs que de pouvoir profiter des jardins à la tombée de la nuit, au milieu du concert. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus où on se permet de s'immiscer un peu dans l'artistique. C'est d'essayer au maximum d'avoir des programmes avec entracte, mais sinon... Et donc la durée, oui, en général, c'est...
En général, on est entre 1h15 et 1h45, ce qui est habituel pour un programme de concert. Et puis souvent, il y a des échanges même après. Il y a des gens qui restent. Et puis là, on peut échanger avec les musiciens. Oui, et puis là, on a une nouveauté avec la vente des CD, on évoquera. Donc là, vraiment un temps de rencontre privilégié avec les musiciens. Alors, il nous reste encore un morceau, un concert à évoquer. Mais puisque Martine parlait de Bach, on va l'écouter tout de suite. Passion selon Saint Jean, le début. Il nous fallait de toute manière écouter Bach. Hein, c'était obligé aujourd'hui. On était obligé. C'est le maître. C'est le maître. Et de beaucoup de musique, comme le disait Sophie tout à l'heure. Effectivement, pas seulement que du classique. On avait même un musicien de hard rock qui nous disait que pour eux, Bach aussi, c'était le grand maître. Voilà. Absolument. J'avais évoqué d'ailleurs dans une émission Lambarena, qui était justement le début de la Passion Saint-Jean, version africaine, avec des que vous devez connaître certainement, Charles. Des choristes africains et une percussion qui n'est pas anecdotique, mais qui Donc c'était. On le conseille d'ailleurs cet album pour ceux qui veulent découvrir Bach d'une manière différente. Lambarena, c'est bien ça, Martine, le titre de l'album. Ça. Mais là, je pense que cette interprétation aussi, dans sa pureté d'époque presque, nous fait écouter des sonorités vraiment différentes, notamment presque percussifs au niveau de la basse continue. Oui, moi j'invite vraiment les plus jeunes aussi à peut-être venir à ce concert, ceux qui ont envie de découvrir la musique classique, parce que c'est vrai que celui-là. La particularité dans l'interprétation qui est proposée, d'offrir quelque chose qui est peut-être moins impressionnant que ce qu'on peut avoir l'habitude d'imaginer ou d'entendre quand on entend des grands compositeurs comme Bach. On dit un effectif plus réduit, peut-être plus près de ce qui se faisait à l'époque, mais qui du coup aussi propose une interprétation qui peut être moins intimidante pour les gens qui ont parfois quelques scrupules à franchir le pas d'une salle de musique. Et qui témoigne aussi de l'engagement des chanteurs, parce que là on ne peut pas se cacher derrière un pupitre. Là, on est vraiment quasiment soliste de son pupitre quand on est à 16 pour chanter dans l'intégralité la Passion selon Saint Jean, qui est comme une œuvre magistrale qui dure un certain temps. Donc c'est vrai que on voit vraiment à l'œuvre les chanteurs. Et dans cette abbaye, principalement, on est très très proche, dans l'église abbatiale, on est très très proche des musiciens et des chanteurs. C'est ça qui est... Oui, c'est vrai qu'on est très proche et on a aussi la chance d'avoir une scène qui est assez haute, ce qui fait que la visibilité est très bonne, même quand on est assez loin au fond de l'abbatiale. Donc il faut pas se priver de s'acheter une place même dans le fond de l'abbatiale à un peu moins cher, parce que la qualité acoustique fait que de toute façon,
le concert est aussi beau à entendre dans les premiers que dans les derniers rangs, et en plus vous arriverez toujours à apercevoir les musiciens et le chef. Donc ça c'est bien, parce que c'est vrai que c'est souvent dans les églises, quand on est un petit peu dans le fond, on voit pas trop ce qui se passe à l'orchestre ou au chœur, et c'est vrai que si la scène est surélevée, ça va permettre de profiter, on va dire. Et c'est l'intérêt d'un concert vivant, quoi. C'est vrai que c'est très sympa d'écouter aussi chez soi un disque, mais là il y a quelque chose, enfin un disque maintenant, disque, mais ou d'écouter, mais là ça rajoute une dimension, c'est vrai, de le voir, d'être proche des musiciens. Oui. Alors on va finir le programme et puis on va parler de tous les détails pratiques et tout ce qu'il y a autour des concerts. Mais alors donc le concert de clôture vendredi 16 août. Donc toujours à 21h, tous les concerts sont à 21h, mais on va voir qu'on peut venir avant. Là, vous nous en avez parlé tout à l'heure, c'est aussi ces deux ensembles qui... Oui, c'est deux ensembles qui sont déjà venus l'année dernière, toujours dirigés par Mathieu Romano. Il faisait aussi la clôture de notre édition, de la 25e édition l'année dernière, notre édition anniversaire. Donc là, on les retrouve, donc Les Siècles, qui est un grand orchestre de musiciens, qui présente la particularité vraiment de jouer sur instruments d'époque, mais qui joue vraiment un peu tous les répertoires et donc qui adapte les instruments qu'ils utilisent à chaque répertoire. Donc ils ont des instruments pour chaque époque. Voilà, et donc là ils ont majoritairement des instruments viennois pour interpréter l'œuvre de Brahms. Donc déjà ça c'est une particularité assez importante de l'ensemble. Et là ils seront associés à l'ensemble Aedes. L'ensemble Aedes c'est un chœur qui est dirigé par Mathieu Romano, qui fait partie d'une nouvelle génération de chefs d'orchestre qui s'attachent aussi bien au chœur a cappella qu'à l'orchestre. Et là à l'essai, ça fait la deuxième année qu'il propose ce programme où il associe un orchestre et son chœur. Et donc là, on aura un très beau programme autour du Requiem allemand de Brahms. Alors Brahms, tu veux nous en dire quelques mots quand même, Martine? Alors là, j'ai pas vraiment préparé parce qu'il n'y avait pas un extrait à écouter, donc j'ai pas vraiment préparé. Mais le Requiem allemand est une œuvre personnelle de Brahms, puisque il a composé en fin de compte son Requiem comme il voulait. C'était pour lui? Je pense pas qu'il s'était. Il l'a fait pour quelqu'un, non? Je peux pas. Là, j'ai pas assez préparé pour répondre à cette question, mais en tout cas. Mais il l'a appelé allemand, alors. Voilà, parce que les textes, il a choisi des textes qui ne sont pas de la liturgie. Et c'est un petit peu comme si on disait, on disait voilà, mes volontés, c'est que je voudrais écouter ça, ça, ça et ça. Et c'est la particularité. C'est une œuvre qui a une très très grande poésie, qui a des très belles parties de soprano notamment. Et vraiment, c'est une œuvre particulière, on va dire, parce que c'est vrai que le Requiem ayant presque une trame liturgique codifiée, là, c'est une espèce de liberté, c'est un Requiem à sa façon, et c'est ce qui est intéressant. Oui, parce que moi, je connais très bien, on connaît très bien celui de Mozart, et puis celui de Fauré aussi, qui sont très différents. Et là, c'est encore autre chose. Alors, ils sont plus connus parce que plus accessibles à des chorales amateurs. Bon, le Requiem allemand de Brahms est peut-être plus technique et demande aussi, parce que c'est de la musique romantique, un son de chœur très travaillé, très fin. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aussi pour situer, c'est 19e siècle, c'est la période romantique. Voilà. Je vous laisse Charles voulait ajouter quelque chose. Charles en parler. Oui, non, juste on évoquait ce Requiem et on disait qu'il est très personnel à Brahms. Et d'ailleurs, dans le titre allemand, c'est pas n'importe quel Requiem, le titre vraiment allemand, c'est un Requiem allemand. C'est-à-dire que c'est pas le Requiem allemand ou Requiem allemand. Il propose pas quelque chose qui serait universel comme un Requiem pour tout le monde. Il vraiment l'insiste, c'est sa vision, c'est un Requiem allemand, c'est le sien, et c'est ce qu'il nous propose d'écouter. Voilà. Est-ce que j'ai une autre question, Charles, si vous voulez bien. Est-ce que vous parliez de jeunes directeurs d'orchestre? Est-ce qu'ils proposent une vision différente justement de leurs aînés de la direction d'orchestre? Est-ce qu'ils proposent des choses différentes? Est-ce qu'ils travaillent différemment? Est-ce que c'est révolutionnaire ou pas? Oui. Alors, on peut peut-être pas aller jusqu'à dire que c'est révolutionnaire, mais oui, en tout cas, ils ont une approche vraiment différente de l'interprétation. Ouais. Et donc, mais aussi par les projets qu'ils montent. C'est-à-dire qu'associer comme ça un chœur comme l'ensemble Aedes, qui est un chœur qui est extrêmement polyvalent, qui par exemple a fait un CD qui a été très bien reçu par la critique de reprises de chansons de variété française. Je me souviens qu'il y avait notamment du Barbara dessus, très très bel album. Mais vous voyez, l'ensemble Aedes est un ensemble qui est très polyvalent. Et c'est peut-être ça qui fait la grande particularité de Mathieu Romano, c'est sa polyvalence à se confronter à tous les répertoires. Et donc forcément, quand on passe du Barbara à Brahms, on aborde les œuvres différemment que si toute sa vie on ne fait que de la musique romantique. Donc c'est peut-être là où l'interprétation est différente. Je pense que c'est vraiment ça que beaucoup de
les choix des œuvres sont beaucoup plus ouvertes qu'à une certaine époque où on était vraiment entre soi. Là, il y a une reconnaissance, on va dire, de la qualité de différents styles de musique qui ne sont pas forcément catalogués musique savante, mais on voit bien des mélanges entre le tango et le violoncelle classique. Enfin, il y a des choses à faire. Moi, que l'on connaît la formation de Barbara, qui est une formation multigenre également au départ. Et en vous écoutant, je pensais à Gainsbourg, parce que lui, qu'est-ce qu'il a repris? Brahms, Chopin, tout le monde, et il était vraiment au croisement. Et ça s'inscrit dans cette volonté un peu de décloisonner les répertoires, et c'est important d'avoir des points de rencontre comme ça. Voilà. En fin de compte, c'est l'émotion qui prime, quelle que soit la musique. C'est ça qui compte. C'est ça. Voilà, il ne faut surtout pas. Oui, ça c'est terrible quand je vois il y a des jeunes qui ont un peu des frontières, ils n'écoutent qu'un seul type de musique. Et je trouve que c'est intéressant de voir que ça se croise et qu'on peut être touché par différents types de musique. Mais c'est un petit peu comme le vin, il faut du temps pour se créer sa propre idée de toutes les choses. Oui, et puis moi je dis toujours, il faut oser. Il faut venir au moins une fois à un concert. Moi j'en parlais avec les jeunes pendant l'atelier chant, qui me disaient mais j'écoute pas spécialement de musique classique ou j'aime pas ça. Je dis oui mais t'aimes pas ça, mais t'en écoutes? Bah non, pas spécialement. Je sais pas, voilà, moi j'ai pas envie de convertir. Enfin, ma volonté c'est pas que tout le monde adore la musique classique, c'est impossible. Et il y a des gens qui aimeront pas ça et je le conçois très bien. Mais c'est au moins peut-être d'essayer de transmettre aux gens cette envie d'être curieux, de venir découvrir, qu'ils viennent se faire une opinion. Et après, moi, je me souviens, par exemple, mon premier vraiment coup de foudre lors du concert de l'orchestre de Normandie. Et c'était à Dinan d'ailleurs, au théâtre de Dinan. Et vraiment, je pense vraiment que la musique classique, par rapport aux autres musiques, ça se vit vraiment de manière live, en direct, parce que les instruments, c'est magnifique. Tous ces instruments sur scène, c'est magnifique. Je pense que c'est l'aspect acoustique qui fait que la vibration part directement de l'instrument ou de la voix et vous touche le corps directement sans passer par des baffes. Et il y a la beauté des instruments eux-mêmes. Oui, il y a le visuel aussi qui est très émouvant. Vous parliez que les jeunes rencontrent les musiques dans votre festival et je m'aperçois que vous proposez un tarif scolaire très bas, de 4 à 16 ans. 5 €, c'est vrai que c'est carrément moins cher qu'une place de cinéma. Donc justement, tu fais la transition parce qu'on va parler de ça maintenant. Alors les conseils, les côtés pratiques. Donc les tarifs, donc pour les jeunes, c'est pas cher du tout. Non, pour les jeunes là, comme on le soulignait, jusqu'à 16 ans, ils peuvent avoir des places à 5 €. Donc ce qui est il y a aussi un tarif de groupe, tarif très petit, et demandeurs d'emploi et étudiants de moins de 26 ans donc c'est vrai que ça peut permettre de faire cette expérience. Alors ça dépend des concerts, ça faut aller sur le site. D'accord. Oui, on a 2 grilles tarifaires, sachant que pour les concerts les plus chers dans les premiers rangs, on est à 42 € et au moins cher dans les derniers rangs, on est à 15 €. Donc on a quand même une fourchette de prix assez large et un panel assez important qui permet que chacun, je pense, puisse s'y retrouver et venir assister à un concert. Donc, comment ça se passe donc, vous nous avez donné tout à l'heure l'adresse pour contacter par mail pour les ateliers, du lundi 5 août. Et sinon, il y a un site. Alors pour la réservation des places, vous pouvez aller directement sur le site de l'association. Donc c'est www.heurmusicale au pluriel de l'essai.com, donc heure musicale de l'essai. Et là, on a un onglet réservation qui est très facile et vous pouvez acheter vos billets sur le concert. Sachant que par rapport à l'achat de billets, si vous le souhaitez, les gens ont la possibilité d'adhérer à l'association et de devenir membre de l'association. Ouais, c'est ça. Pour 25 €, pour 25 €, voilà, c'est ça. Et ce qui leur offre après l'accès au tarif réduit sur chaque concert. Donc ils peuvent payer un peu moins cher. Si on a envie d'écouter plusieurs concerts. Et puis pour nous, c'est important d'avoir des membres à l'association, des gens parce que ça montre le soutien de la population et des gens qui viennent au concert, ce soutien à l'association. Et donc pour nous, c'est important aussi d'avoir des membres, engagement, des gens qui soutiennent votre projet. Concerts. Alors pour les gens qui ont des difficultés ou qui ne peuvent pas accéder à Internet, on a aussi bien évidemment 2 stands physiques sur place, donc aux offices de tourisme de l'Essai et à celui aussi de la Haie du Puy. Donc là, sur les horaires d'ouverture de l'office, vous pouvez passer et là, vous serez reçu en point billetterie pour pouvoir acheter vos places. On peut peut-être le faire par téléphone aussi, non ? Oui, bien sûr, aussi par téléphone. Et par courrier, je vois. Par courrier. Oui, ou par courrier. Pour envoyer les billets directement. Alors l'adresse, vas-y. Oui, l'adresse, donc c'est Heure musicale de l'Essai et c'est BP 31,
54 130 Lessé. Et alors, donc, on voulait parler aussi de... et est-ce qu'il y a... Ah tiens, j'ai pas demandé. Non, il y a pas... Est-ce qu'il y a un prix si on prend plusieurs concerts? Non, il n'y a pas... Non, si vous prenez plusieurs concerts, ce qu'on vous encourage, c'est à être membre de l'association. Oui. C'est notre forme d'abonnement qui ouvre après accès aux tarifs réduits. Et ce qui, là, permet de rentrer entre guillemets, dans les frais. Et sinon, donc, on voulait parler aussi de tout ce qu'il y a autour des concerts. Alors, on vous écoute. Oui, parce que l'abbatiale, donc, comme je le disais, on ouvre les jardins de la famille Janson. Donc, c'est un parc de plus de 3 hectares avec un ancien vivier. Donc, c'est vraiment un lieu qui est magnifique. Et dès 19h, on ouvre une partie des jardins. Et là, on a ce qu'on appelle notre espace gourmand. Donc, où vous avez la possibilité d'acheter une petite restauration légère avec des produits locaux qui sont transformés sur place. Donc voilà, on vous invite vraiment... Je confirme, j'ai testé l'année dernière, c'est très bon. Voilà, on vous invite vraiment dès 19h. Voilà, il est midi. Il est midi 12, l'écoute de Focus, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On parle classique, malgré tout. Donc voilà, dès 19h, on peut venir profiter comme ça d'un temps de convivialité dans le jardin. Et on peut aussi en profiter pour faire des visites guidées. Donc là, on en organise une toutes les demi-heures, donc par Marine Leprieur, donc administratrice de l'association, et qui est la référente patrimoine à l'office de tourisme. D'accord. Donc voilà, là, vraiment, elle est spécialisée dans la construction et dans l'architecture de l'abbatiale. Elle a écrit un très bel article sur l'abbaye de Lessé qu'on retrouvera dans le prochain numéro du magazine Patrimoine Normand. Ah. Voilà, qui est un magazine qui traite du patrimoine de notre région. Et voilà, là, elle nous a écrit un très très bel article sur l'abbatiale. Donc voilà, c'est aussi un temps là un peu privilégié pour venir le découvrir. Donc après, comme je le disais, on a le concert, souvent entrecoupé d'un entracte. Et à l'entracte, vous pouvez là profiter de tous les jardins qui sont éclairés la nuit, accéder au cloître, que d'habitude on ne peut pas visiter quand on vient voir l'abbatiale en dehors que les soirs de concert. Il y a tout le jardin aussi qui est un très très beau jardin avec l'étang. Et à la fin du concert, ça c'est vraiment la petite nouveauté de cette année, on met en place une vente de CD. Donc vous pourrez retrouver chaque soir de concert les CD des différents ensembles qui sont programmés. C'est-à-dire que si vous trouvez l'interprétation, là, par exemple, qu'on a écouté de la chapelle Rhénane, mais que vous ne pouvez pas être là au concert, il y aura le CD qui sera disponible si vous venez à un autre moment pour l'acheter. Ça peut être, si on ne fait pas tous les concerts, on peut s'acheter quand même tous les concerts en CD. Voilà, c'est ça. Ça peut être pratique. Et en plus, à chaque concert, on organise avec le chef d'orchestre ou certains solistes qui sont présents une dédicace du CD concerné par le programme. Donc, par exemple, à la fin du concert de Paul Agnew, vous aurez la chance de pouvoir de le rencontrer et de le faire signer. Et je crois que Martine et Sophie nous préparent une ou deux petites interviews, peut-être. On espère bien. On espère peut-être sur plus. Charles voilà. Pour avoir une interview de Paul Agnew et peut-être de La Tempête aussi. Oui, on va voir avec les artistes, mais je pense qu'ils seront très heureux de pouvoir... Donc les CD à la sortie. Voilà. Et en complément, peut-être, on a aussi tous les ans ce qu'on appelle le livret du festival. Donc là, qui est un bel ouvrage, un espèce de petit magazine qui fait 52 pages, qui est vraiment très documenté sur chaque concert. Donc là, vous y retrouvez une page qui présente l'histoire de l'abbaye, l'histoire du festival. Et après, sur chaque concert, on y retrouve une programmation détaillée, l'ensemble des artistes présents. Et on travaille avec un musicologue, qui est aussi producteur sur France Musique, qui nous écrit des petites notes et des petits commentaires comme ça sur chacune des pièces jouées. Donc on aura la chance d'approfondir un peu cette connaissance des œuvres que nous a proposé Martine aujourd'hui. Il faut rappeler que justement, si on prend l'abonnement, si on est membre qui soutient ce festival, la plaquette est peut-être gratuite. Mais peut-être pour les bienfaiteurs. Oui, pour les bienfaiteurs, on offre le livret du festival. Et voilà, moi je trouve un très bel outil qui permet de prolonger ce qu'on a réécouté spontanément. On va pouvoir après le réfléchir un petit peu grâce à votre plaquette. Oui, comme tu dis, dans un concert, il y a deux choses. Il y a d'abord, on est touché, il y a la sensibilité directe, là, et puis après, c'est intéressant aussi d'analyser. Il y a l'analyse théorique. De replacer tout ça. Ouais. Et puis aussi de rester un peu en contact, souvenir entre guillemets, avec les interprètes par les photos, parce que c'est un bon moment et ça nous rappelle des jolies choses. Et puis aussi des références pour retrouver des musiques qu'on n'aurait pas pu voir, enfin acheter le disque, des choses comme ça. Oui, ça permet aussi de remettre les œuvres parfois dans leur contexte de création.
de prolonger un peu ce qu'on s'est raconté sur les premiers concerts, par exemple sur Vivaldi et sur Caldara, où il y a une très belle page avec une petite anecdote un peu sur l'histoire de Mozart quand il compose ses différents concertos pour violon. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est intéressant, qui permet d'en apprendre plus sur les concerts, sur les ensembles aussi qu'on a évoqués, parce qu'on retrouve une présentation de tous les ensembles présents, des différents solistes, parce qu'on a vraiment des solistes de grande qualité aussi là sur les différents concerts. Donc moi je trouve vraiment un bel objet qu'on est en train là de finaliser, et on est très heureux de l'éditer encore cette année. Eh ben, écoutez, bravo, hein, c'est vraiment un très très beau festival et on a hâte d'y être. Hein, oui, Martine, on va s'y retrouver avec bonheur. Oui, ouais. Avec plaisir. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Alors de Caen. Merci à vous de nous avoir invités, de m'avoir invité. C'était un plaisir que de prendre le temps comme ça, de discuter avec vous et de présenter le festival et la programmation. Là, on n'a pas été bavard, hein. Pas, Sophie. Et on vous retrouvera peut-être à l'abbatiale, du coup. Mais oui, bien sûr. Oui. Chaque concert, on est là tout l'été. Je crois que c'était votre première radio, en plus, vous nous disiez tout à l'heure. Oui, c'est juste. C'est bien, bien les formations. Voilà. Donc, on le rappelle, là, ce sera du 19 juillet au 16 août à l'abbaye de l'Essai. Donc, un concert tous les mardis et tous les vendredis pendant cette période. Et même un atelier. Proposé par Paul Smith le lundi 5 août. Martine, on se retrouve, je le rappelle, donc pour Classique en Terre Inconnue. On te retrouve Classique en Terre Inconnue ce soir à partir de 20h comme tous les mercredis. Sophie, tu restes encore un petit peu... quelques petites infos alors par Sophie. Merci beaucoup Charles. Vraiment merci à vous. Bon retour à vous et bon festival. À bientôt, surtout. Merci. Et on va se quitter donc avec mesdames. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Donc le dernier titre qui a été choisi par Charles. Charles expliquer, c'est Voices 8, là, donc un groupe anglais. Oui, c'est Voices 8, donc le groupe anglais de Paul Smith, qui sort son tout dernier album Reflections, vraiment la semaine du concert à l'Essai. Ah ouais. Et là, on a un peu en avant-première un extrait d'un des morceaux. Donc c'est un Nunc Domitis, qui est en fait un texte religieux, qui est là et mis en musique par Paul Smith. Donc on vous laisse écouter. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. C'est une composition. Oui, il compose aussi. En exclusivité sur Avranches FM. C'est vrai qu'on en a peu parlé, mais il compose aussi. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bon, on l'a dit, on aurait pu passer une demi-heure de plus sans problème. On ne va pas en parler plus, mais disons que là, on est dans un esprit d'une musique pure, d'une musique, qui nous fait nous abandonner, on va dire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Martine. C'était un plaisir.
aux amoureux de toutes les belles musiques, rejoignez Classique en terre inconnue en compagnie de Martine chaque mercredi de 20h à 21h sur Avranches FM.